Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview visio encore aujourd'hui. Mais alors quelle interview sur un sujet qui me parle, qui résonne énormément en moi et j'avais envie de le partager avec vous. Et j'ai la chance d'avoir en interview Manon Le Charpentier, journaliste, qui on peut dire, a fait une enquête digne de ce nom sur un phénomène dont elle va nous parler. Bonjour Manon. Bonjour. Moi c'est Eric. Merci. Enchanté. Enchanté de m'avoir Manon. invité. Ben oui, quand le sujet me plaît, moi j'invite les gens et puis ils me répondent oui ou non. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de faire découvrir ce sujet auprès des tam-tameurs et tam-tameuses qui viennent écouter ces vidéos. Tu as travaillé sur une enquête en fait, hein, qui touche une problématique. Est-ce que tu peux Euh, nous éclairer? oui, alors la problématique va peut-être être un peu difficile à résumer. J'ai enquêté en fait sur des éleveurs. Enfin voilà, on peut commencer comme ça. L'histoire, ce sont des éleveurs un petit peu partout en France, mais particulièrement dans le Grand Ouest, qui Mhm. du jour au lendemain ou en quelques années, quelques mois, quelques semaines, ça dépend des cas, se retrouvent avec des gros problèmes dans leurs troupeaux. Donc, c'est beaucoup des élevages bovins, mais il y a aussi des élevages de porcs, etc. Donc, des gros problèmes qu'aucun vétérinaire ne parvient à résoudre. Et en fait, dans ces cas-là, dans les cas que j'ai recensés, il y a une concomitance, en fait, ils finissent par se rendre compte qu'il y a une concomitance entre l'apparition de ces troubles et une implantation de lignes haute tension, ou au contraire la construction d'un bâtiment d'élevage à proximité d'un pylône électrique. Enfin, voilà. Ces problèmes-là, on peut se dire, bon, bah, c'est pas parce qu'il y a une concomitance qu'il y a forcément un lien, mais en fait, en recensant tous ces éleveurs, en creusant un petit peu, en allant voir une association qui a beaucoup milité sur cette question-là, je me suis rendu compte que, d'une part, il y en avait beaucoup, et que, en fait, le problème, en tout cas celui avec les lignes à haute tension, était connu depuis on va dire une trentaine d'années, qui est un groupe d'experts qui a été mandaté par le ministère de l'Agriculture pour résoudre ces problèmes. Et voilà, des éleveurs que j'ai pu interviewer, d'après leurs témoignages, on se rend compte que ces problèmes sont loin d'être résolus. Voilà. Je ne sais pas D'accord. si très bien, mais ce n'est pas évident. Ouais, alors donc, si je comprends bien, quelle est la résonance vis-à-vis du vivant, vis-à-vis du monde animal? Comment ça se cristallise, ces problèmes-là? Alors, ces problèmes, alors les différents problèmes que j'ai pu recenser, ce sont d'abord des troubles du comportement. On va avoir beaucoup d'éleveurs qui vont raconter un peu la même chose, des vaches par exemple qui refusent d'aller à la traite, qui bloquent en fait à un endroit dans la stabulation ou juste avant le robot de traite, ou voilà, à des endroits précis, ou au contraire qui vont se rassembler toutes à un endroit de la stabulation, être comprimées les unes contre les autres, et puis à un endroit, il y a personne. Voilà, donc ça c'est sur le problème de comportement. Des vaches plus nerveuses aussi, qui à la traite avec le robot de traite se décrochent par exemple beaucoup plus que d'habitude, qu'avant, ou que d'autres vaches dans d'autres exploitations. Donc tout ça, c'est des problèmes de comportement. Des poules aussi, par exemple, qui vont se piquer les unes les autres. Donc il y a des taux de mortalité qui augmentent. Globalement, il y a dans beaucoup d'élevages, pas tous, mais des taux de mortalité plus importants à
à un moment, au moment de l'implantation du parc éolien ou de l'implantation du bâtiment d'élevage, voilà, la mortalité augmente. Alors, ce qui est quasi systématique là, dans tous les éleveurs que j'ai rencontrés, les éleveurs d'élevage bovin, c'est une baisse de la production du lait ou une augmentation du taux de cellules dans le lait. Alors, le taux de cellules, ça représente un peu l'infection. Enfin, c'est pas une infection à proprement parler. Ça veut dire que plus il y a de cellules, plus la mamelle est en train de se battre, on va dire, contre des infections potentielles. Et donc, ça veut dire que voilà, le lait. Il y a une altération. Voilà, et que du coup, le lait est en plus souvent au-delà de 300 000 cellules par litre, je ne sais plus combien, le lait devient impropre à la consommation ou en tout cas, l'éleveur a un manque à gagner parce qu'il ne peut pas vendre son lait au même prix que s'il avait très peu de cellules, quoi. Voilà. Ouais, quand même. C'est les effets un petit peu recensés. Donc, il y a quand même des incidences. Et sur l'humain, on soit sur sur les éleveurs. Est-ce qu'il y a des cas Voilà. Il y a des éleveurs qui racontent effectivement que voilà, il y a des éleveurs dans la Sarthe qui sont devenus, qui avant de se rendre compte qu'il y avait un effet sur leurs bêtes, sont devenus électrosensibles, par exemple, ont été déclarés électrosensibles. Il y en a certains qui racontent voilà, des maux de tête, des choses. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai choisi volontairement, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai choisi volontairement de ne pas aller sur cette piste-là. Parce que je voulais justement me consacrer aux bêtes qui, elles, aux animaux, d'accord. Ok, donc on peut pas leur reprocher de fabuler, de fabuler voilà, qu'il y ait un effet psychologique, parce que c'est pour ça qu'on avance pour les humains l'effet nocebo. Moi, je ne suis pas médecin ni scientifique, donc c'est peut-être possible aussi que la psychologique joue aussi sur la santé. En tout cas, moi, j'ai vraiment choisi de me focaliser sur ces bestioles pour essayer vraiment d'avoir des faits et pas du ressenti humain. Tout à l'heure, tu as fait référence à un comportement animal, notamment des vaches. Tu disais les vaches vont aller toutes à un même endroit. Est-ce que par hasard, enfin, c'est pas par hasard, je pose la question, est-ce que par exemple, ce serait le fait d'une vache qui réagit et que les autres suivent, ou est-ce qu'on peut arriver à déterminer si c'est vraiment un mouvement global ou c'est individuel et les autres suivent parce qu'elles suivent? Alors ça, moi, je ne peux pas le dire parce que je ne suis ni éleveur ni vétérinaire. Ce que je sais, c'est plusieurs éleveurs m'ont décrit ces phénomènes et que c'est des gens qui sont... voilà, quand ils parlent de ces problèmes-là, on les prend un peu pour des fous, mais au final, c'est des gens assez cartésiens qui justement observent beaucoup leurs troupeaux et qui constatent en fait ces phénomènes-là à partir d'un moment T et ils ne subissaient pas auparavant. Donc voilà, eux me décrivent ce phénomène-là comme quelque chose d'anormal, quelque chose qu'ils ne constataient pas. Et c'est aussi constaté par des vétérinaires en expertise. On parlera peut-être du GPSE après, mais le GPSE, quand il vient sur les exploitations, il constate aussi ces phénomènes comme des phénomènes anormaux. Voilà, normalement, une vache, enfin, voilà, elle fait sa vie. Quand il y a de la place dans l'étable, elle va dans l'étable, dans la stabulation. Il n'y a pas de raison qu'elle se regroupe. Voilà, bon, c'est pas le phénomène le plus embêtant pour l'éleveur, a priori. D'accord. Alors, maintenant, je vais poser une question plus sur ton travail d'enquêtrice, je vais dire. Comment tu as procédé, justement? Comment tu as procédé dans ton enquête? Alors, j'ai commencé, en fait, au début, je me suis intéressée au sujet dans le cadre d'une émission de télé. Je devais faire un reportage en lien avec les éoliennes et on m'a imposé d'aller à Nozay, là où il y a 2 élevages qui soupçonnent un parc éolien de nuire à leurs troupeaux depuis 2012. Et en fait, moi, pour être très honnête, j'étais très réticente parce que, en regardant un peu ce qui avait déjà été fait, je constatais qu'il n'y avait pas de... Il y avait rien, il n'y avait aucune explication. Les troubles étaient avérés, reconnus par la préfecture, enfin tout le monde, mais il n'y avait aucune explication. Donc moi, je me suis dit, mais à quoi bon, qu'est-ce que je vais raconter de plus que... Voilà. Et en fait, en allant sur place, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des éleveurs à bout, mais très carrés dans tout ce qu'ils me racontaient. Ils m'ont montré des relevés de robots de traite qui montraient clairement qu'il y avait
avant 2012 une production de lait plutôt correcte, un lait de bonne qualité, et après 2012 une chute claire, on va dire, dans cette production de lait. Et donc c'est ce cas-là en fait m'a vraiment fait m'interroger. Et après ce reportage-là, j'ai commencé à regarder à droite à gauche. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'élevage dans cette situation, avec des concomitances plus ou moins claires. Voilà. Et surtout, j'ai découvert le travail de Serge Prouveau, qui est un éleveur de la Manche, à Saint-Laurent-de-Targat, donc c'est pas très loin de l'île-et-Vilaine, qui lui fait des pieds et des mains depuis 30 ans pour Ah faire oui. reconnaître le problème des nuisances, de ce qu'il estime être des nuisances liées aux lignes à haute tension. Mhm. Voilà, donc moi, c'est en rencontrant ce monsieur que je me suis rendu compte de l'ampleur possible du Phénomène. phénomène, Ouais. et surtout du fait depuis 30 ans, il y a plein d'éleveurs qui soupçonnent ces installations, qui alertent, et il n'y a quasiment eu aucune étude scientifique sur la question. Donc c'est pour ça, enfin, voilà, c'est un peu long comme explication, mais c'est Non, pour non, mais ça c'est que très clair. j'ai sollicité plusieurs médias, dont Mediapart, et en fait, sans que je leur propose, enfin, sans que je leur fasse part de mon idée, d'entrée de jeu, ils m'ont proposé de recenser le plus possible d'éleveurs en France voilà, qui soupçonnent ces installations électriques de nuire à leur élevage, pour un peu rendre compte du phénomène, même si on ne l'explique pas encore scientifiquement, même s'il y a quelques pistes, voilà, montrer que c'est pas juste un éleveur par-ci, par-là, voilà, un peu dans son coin. Ils sont pas non plus hyper nombreux à l'échelle de l'élevage français. Il y en a 172 000. Moi, j'en ai recensé, bon là, j'en ai 100 dans l'enquête. Je pense qu'il y en a, j'ai au moins 200 noms en tout, qu'il faut que je vérifie. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de recenser ces éleveurs, de recouper un peu, voilà, d'évaluer les pertes aussi, de comprendre un peu comment eux, ils avaient commencé à se poser la question. Il y en a énormément qui me disent, moi, les courants parasites, j'en avais jamais entendu parler. L'électricité, voilà, je comprenais juste pas ce qui se passait dans mon troupeau. On a commencé à me parler des courants parasites, j'y croyais pas. Je prenais les gens pour des fous. Et en fait, petit à petit, en évacuant toutes les autres possibilités et en regardant à quel moment les problèmes étaient survenus et à quel moment il y avait eu un changement au niveau de la ligne électrique, voilà, l'implantation du parc, etc., ils ont commencé à se rendre compte que peut-être qu'il y avait un lien, quoi. D'accord. Alors, j'ai envie de te poser une question. Peut-être que tu ne pourras pas y répondre, mais je te la pose quand même. Admettons qu'un éleveur lambda qui n'a pas eu écho de ce type de problème tombe sur cette émission, sur Tam Tam le Média, et veut justement alerter aussi ce phénomène puisqu'il y est confronté, du moins, en tout cas, il estime qu'il y est confronté. Vers qui peut-il se tourner? Alors, depuis 1999, et du coup, les premiers éleveurs à avoir un peu alerté sur ces problèmes, ils étaient 6 ou 7, dont Serge Provost que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un groupe, il y a le ministre de l'Agriculture de l'époque voilà, qui avait été sensible un peu à leur appel et qui avait mandaté 2 experts, 2 inspecteurs pour aller visiter 3 fermes. À partir de ce moment-là, ces inspecteurs ont dit, okay, souvent les problèmes, c'est des problèmes propres aux installations électriques de l'éleveur, donc c'est d'abord ça qu'il va falloir réviser, voir si tout va bien. Mais il est possible que les lignes à haute tension génèrent ce genre de nuisance aussi par induction. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les... En tout cas, ils reconnaissent que ces cas sont rares, mais que c'est possible. Et donc, à ce moment-là, se crée le GPSE, donc c'est le groupe d'experts pour la sécurité électrique dans les élevages. Bon, un peu de choses près, c'est ça. Oui. Et donc, c'est vers eux que, en théorie, les éleveurs peuvent se tourner en sollicitant en amont leur chambre d'agriculture. Bon, le problème, c'est que, comme je l'explique dans l'enquête, ce groupe d'experts qui devait à la fois travailler sur le fond, c'est-à-dire produire des études scientifiques sur la question, et sur les élevages, enfin, proposer des solutions aux élevages, il a travaillé, il a résolu quelques problèmes, enfin amélioré un petit peu les choses dans certains élevages, mais souvent pas totalement. Et pour la plupart des éleveurs que j'ai rencontrés sont pas forcément satisfaits
de ces expertises et des travaux engagés, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours l'exploitation de l'éleveur qui va être remise en cause. Jamais on va faire le lien avec la ligne électrique à proximité. Jamais ce groupe d'experts va aller dire, enfin, ils vont investiguer quand même la ligne électrique parfois, ou le pylône ou autre, mais ils ne vont pas forcément. J'ai vu sur deux protocoles, ils reconnaissent que voilà, c'est probablement lié à la ligne, mais jamais on va dire, bon, bah, RTE, voilà, proposer une délocalisation. Voilà, c'est très, très rare. Donc, finalement, s'ils arrivent à solutionner un peu le problème, à améliorer les choses, c'est chouette. Pour les éleveurs, pour lesquels les effets sont trop importants ou la ligne est trop proche, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de solution parce que en fait, ce groupe d'experts, les expertises qu'ils réalisent, elles sont financées par RTE parce que le gouvernement, le ministère de l'Agriculture ne met pas un rond dans ces expertises, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas évident pour ces éleveurs. Hein. C'est vraiment pas évident parce que le manque à gagner, comment ils arrivent à. Ils perdent de l'argent de toute façon. Hein. C'est ça. C'est ce que, bah, c'est ce que me disent même les éleveurs pour qui la situation s'est quand même pas mal améliorée. Ils me disent, bah oui, mais bon, je suis content, mais en fait, en attendant, le lien, il n'a jamais été prouvé. Et donc, du coup, moi, le manque à gagner pendant 2 ans, 3 ans, enfin voilà, bah, j'ai jamais été indemnisée. Donc, Ouais, puis ça se cumule, hein, ça se cumule et. c'est ça. En fait, il y a un éleveur qui a réussi à faire reconnaître ce lien entre une ligne à haute tension et ses problèmes dans son élevage, donc le manque à gagner avec le déclassement du lait et la baisse de production. C'est Thierry Charuel dans la Manche qui a réussi en première instance à se faire indemniser, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus de 100 000 euros. Et en fait, RTE a fait appel et RTE a quand même été reconnu coupable, mais à ce moment-là, la juge a décidé de n'octroyer que 37 000 euros de manque à gagner à Thierry Charuel, ce qui représentait une année de manque à gagner, en fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est important. Et puis, enfin, c'est pas le pire parce que ces éleveurs chez qui les problèmes sont résolus, bon, bah, ils retrouvent un outil de travail plus ou moins correct. Il y en a quand même énormément chez qui juste le GPSE ne passe pas parce que ça ne concerne pas enfin, voilà, chez qui le GPSE ne passe pas, ou alors chez qui le GPSE est passé mais n'a pas réussi à résoudre les problèmes, et donc bah, voilà, leur outil de travail, il faut se rendre compte qu'il est foutu, quoi. J'ai des éleveurs qui ne vont pas pouvoir transmettre à leurs enfants, par exemple, et tout ça, c'est pas de leur faute, ils n'ont rien changé à leur façon de pratiquer l'élevage, et pourtant, bah, voilà, il n'y a pas de En plus, solution à leur proposer, quoi. J'ai envie de dire, alors je me trompe peut-être parce que je ne suis pas journaliste, moi. Hein. Je voulais juste dire que généralement, ça, c'est toujours à sens unique puisque les éleveurs sont déjà implantés depuis longtemps, j'imagine. C'est souvent des fermes familiales ou des héritages. C'est ça. Il y a quelques cas où c'est lors d'un agrandissement justement que bah, en fait, on investit des milliers d'euros pour mettre son bâtiment aux normes, l'agrandir parce qu'on veut augmenter la taille de son cheptel. Et en fait, le bâtiment est implanté bah, au mauvais endroit. Voilà. Et du coup, c'est là où les problèmes surviennent à proximité d'une ligne. Voilà. Ou bien les lignes en Thierry Charuel, par exemple. D'accord. Très bien. L'éolien, tu connais un petit peu? Tu t'es renseigné là-dessus? Ça, selon toi, ça oui, bah, je l'évoque aussi dans l'enquête. L'éolien, moi, je me suis beaucoup focalisée sur les lignes à haute tension parce que je trouvais ça intéressant, parce qu'il y avait déjà des pistes reconnues par le ministère de l'Agriculture, voilà, mais qui n'ont. Voilà, il y a pas eu, ça montre qu'il n'y a pas eu d'expertise en plus, il n'y a pas eu d'études scientifiques, il y en a eu une financée par RTE, et sinon rien. Et l'éolien, en fait, les lignes à haute tension me permettaient de montrer la façon dont on ne s'est pas occupé du problème. L'éolien, pour l'instant, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a plein de facteurs différents qui pourraient perturber les élevages. Il pourrait aussi y avoir des courants parasites générés par les mises à la terre ou les câbles de raccordement entre l'éolienne et le transformateur. Ça pourrait générer des courants parasites comme les mises à la terre des pylônes électriques, mais ça pourrait aussi venir d'infrasons. Voilà. Ça, moi, je ne m'engage pas sur ces questions-là. Moi, je veux juste raconter que
Il y a parfois une concomitance. Ça a été reconnu pour les lignes à haute tension qu'il pouvait y avoir des nuisances. Et pour autant, il n'y a pas eu d'études scientifiques ou d'études épidémiologiques. On ne s'est pas intéressé de voir voilà, comment allaient les élevages à 100 mètres d'une ligne à haute tension par rapport à ceux qui n'en avaient pas. On demande aussi, le président du GPSE lui-même demande des expertises de sol aussi, comprendre comment les sols peuvent transmettre éventuellement les courants, voilà, euh, aux élevages. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, moi, les éoliennes, j'ai pas détaillé autant que les lignes haute tension, mais on voit qu'il y a en ce moment justement des expertises un peu engagées sur le parc de Nauzet qui posent problème depuis 2012. Le parc que j'évoquais, c'est le premier cas que j'ai pu rencontrer via mon reportage télévisé en 2019. Ouais. Et donc sur ces deux fermes-là, il y a à la fois l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, j'ai plus le sigle, enfin l'ANSES, qui a été saisie pour revoir un peu toutes les expertises qui avaient été réalisées et donner son avis, et des inspecteurs mandatés par des hauts fonctionnaires, je ne sais pas si on peut dire des inspecteurs mandatés par le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement, qui ont été visiter ces fermes et qui devaient rendre un rapport depuis octobre 2020 et qui n'a toujours pas été rendu. Et dans les tuyaux, quand même, on évoque clairement la possibilité d'arrêter le parc pour tester si vraiment, voilà, vérifier quand il est à l'arrêt, les vaches vont mieux, les vaches produisent moins de lait. Bien sûr. Et c'est d'autant plus intéressant, ce serait d'autant plus intéressant de le faire, à mon sens, qu'il y a eu une panne en 2017 de ces éoliennes à Nauzet, une panne qui, pendant 4 jours, et au cours de laquelle donc, les éleveurs ont contacté un huissier qui vient constater que les éoliennes étaient bien à l'arrêt et hors tension. Et lors de cet événement, ils ont constaté une reprise de la production de lait. Il y avait une légère augmentation sur 4 jours, juste 4 jours. Ah oui. Et surtout, un comportement plus paisible de la part des vaches. Il y avait moins de décrochage au niveau du comportement. Ça veut dire qu'elles étaient moins nerveuses, elles se décrochaient moins des crayons. Donc tout ça, ça a été assez visible sur seulement 4 jours. Et même le GPSE, le groupe d'experts pour la sécurité électrique, l'a constaté lui aussi dans un rapport. Donc voilà, donc c'est pour ça, mais le seul truc qui bloque, c'est que l'exploitant du parc se réfugie derrière le fait qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, donc il refuse à arrêter le parc. Et la préfecture, pour l'instant, ne peut pas faire grand-chose, sauf à risquer une procédure judiciaire, en fait. Enfin, voilà, ils sont en train de négocier, si j'ai bien compris, les compensations, le manque à gagner pour l'exploitant. Ouais. Voilà. Il faudrait peut-être un collectif assez puissant qui fasse pression. Il y a déjà un collectif. Il y a déjà un collectif. Qui s'appelle l'ANAST, c'est l'Association des animaux sous tension, et dont le président est Serge Provost. Il recense pas mal d'éleveurs, ils essaient de faire reconnaître ces nuisances. Il faut savoir qu'ils ne sont pas, c'était aussi pas l'objet de mon enquête à moi, ils ne sont pas anti-éoliens, ils ne sont pas anti-antenne relais, ils sont pas voilà, ils ont bien conscience que voilà, on a besoin de tous ces équipements électriques, mais ils demandent déjà à ce que les nuisances soient reconnues, d'autre part à être indemnisés, puisque c'est pas de leur fait qu'il y a des soucis dans leur élevage, et de trois, que les normes changent en fait, qu'on fasse des études de sol peut-être avant l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage, que ce soit imposé, ou au contraire d'une ligne électrique, d'un parc éolien en particulier, voilà, des études d'impact. Donc peut-être en évaluant les performances du troupeau avant l'implantation du parc et après, voilà. C'est ce que demandent pas mal d'éleveurs. Ok, maintenant on va conclure, mais avant de conclure, si tu me permets, on a parlé évidemment de ton sujet, mais on n'a pas parlé de toi. Manon, journaliste. Alors. Oui, parle-nous un peu de toi. Je suis journaliste depuis bientôt 10 ans. Je suis journaliste indépendante, pigiste, donc ça veut dire que j'ai plusieurs employeurs différents. Je travaillais principalement jusque-là en télévision.
beaucoup à France 3 en région. J'ai participé à plusieurs émissions de télévision. Par exemple, celle dont je parlais tout à l'heure, c'était La Quotidienne sur France 5. Voilà, je continue mon métier comme ça parce qu'il me permet voilà, de me poser pendant quelques mois, comme je l'ai fait là sur une enquête, et puis après de retourner sur des choses d'actu plus rapides, voilà, qui ont fait un reportage à la journée. D'accord. Très bien. Tu as un sujet en vue, là, un gros sujet peut-être, sur lequel tu as Non, envie je pense de... que Non, j'ai encore pas mal de boulot sur cette enquête-là. t'as de la matière, oui. J'aimerais bien. Il y a une autre journaliste qui, elle, connaît encore bien mieux le sujet que moi. C'est Nathalie Barbe qui a réalisé un documentaire qui s'appelle L'agriculteur sous tension, l'omerta française, qui a été diffusé là en octobre et qui sera rediffusé d'ailleurs la semaine prochaine, lundi prochain. Tu m'en as parlé Euh, hier, oui. Exactement. Et donc, c'est dans les tuyaux, mais peut-être. Enfin, moi, j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus. Elle continue aussi. Donc, on va peut-être essayer de travailler ensemble. On ne sait pas trop encore. D'accord. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai quelques pistes encore à explorer. Et voilà, je continue là-dessus. Très bien. Écoute, Manon, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. C'était super intéressant et je pense que ça va mettre la puce à l'oreille à certains éleveurs. C'est fort possible. Ben, merci de m'avoir invité. J'espère que c'était à peu près clair. C'est pas Ah, évident mais... de résumer 3 mois de boulot Ah non, mais c'est... en quelques phrases. Non, on a exploité, disons, cette problématique en diagonale à travers cette petite interview, si je puis dire. Mais voilà, Ouais. ça a le mérite au moins de mettre en lumière ce phénomène qui existe. Voilà, donc il n'est pas question de l'occulter, au contraire, c'est une mise en lumière. Et si ça peut faire avancer les choses, eh bien tant mieux. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller lire l'enquête. Ce serait peut-être plus clair, plus long, mais plus clair. Je vais associer les liens de ton reportage à cette interview et éventuellement, je vais même abuser en te demandant, est-ce que tu peux me passer le lien de Nathalie Barbe? Oui, oui, tout à fait. Je vous Parce que envoie ça. j'ai fait des recherches hier, je n'ai pas trouvé. Je vais vous transmettre son mail, il n'y a pas de problème. Je vais la prévenir de Merci. votre... En tout cas, Manon, merci beaucoup et puis bonne continuation. Et puis, si tu as envie un jour ouais, de refaire une interview, de nous raconter un petit peu tes aventures, parce que ce sont de très belles aventures, je trouve. Moi, je dis aventure parce que c'est la vie, c'est ça aussi. Merci beaucoup, Manon. Merci. Au Merci revoir. pour l'invitation. Au revoir. Tam, 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 je t'entends.